Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945 sur la chaîne du développement. Mettre de côté un capital pour vos enfants est sans doute la meilleure option pour financer plus facilement leurs études. Une stratégie pour assurer sans difficulté leur avenir, mais très peu de personnes y accordent un intérêt. Placer l'efficacité économique au service de l'intérêt général, c'est le but visé par l'entrepreneuriat social. Un concept qui veut résoudre les problèmes sociaux auxquels les communautés sont confrontées. L'hyperlordose lombaire, à ne pas confondre avec la lordose lombaire, est une maladie qui touche le creux au milieu du dos. Elle résulte souvent de certaines de nos postures. On en parle dans ce journal. On démarre cette édition par les prix des produits pétroliers. Au titre du mois de novembre 2019, l'essence sera vendue à 535 francs le litre, le pétrole 660 francs le litre, le gasoil 660 francs le litre, le mélange 615 francs le litre et le gaz domestique 505 francs le kilogramme. Les enfants ont besoin de l'appui financier de leurs parents pour les études et bien d'autres besoins. Pour satisfaire ces besoins sans grande difficulté, l'épargne des parents pour leurs enfants est peut-être la solution. Pourtant, cette habitude s'observe rarement en Afrique. Aujourd'hui, où le monde célèbre la Journée mondiale de l'épargne, notre rédaction s'est intéressée à l'utilité de l'épargne des parents pour leurs enfants. Fifame Atadeji, Edwige Agossou. Épargner pour ces enfants, c'est très très important. Enfants, les gens disent quand nous venons, épargner pour son enfant, c'est résoudre les éventuelles difficultés auxquelles il pourrait faire face dans l'avenir. Plusieurs géniteurs attendent d'avoir de l'argent en abondance avant d'épargner. Le temps n'est pas encore bon. Sinon, même si c'est 25 francs, je vais économiser pour mes enfants. Erreur. Point n'est besoin d'être financièrement aisé avant d'épargner. Tout est question de volonté et d'organisation. En langue fond, ils appellent ça souvent Dukbo. Et normalement, ce n'est pas ce qu'on devait voir. Les besoins se font de plus en plus fréquents. Et dès que vous dépensez, vous vous mettez à dépenser, ce n'est pas évident qu'il y ait un reste à épargner. Il faut mettre de côté avant même de dépenser. Et c'est toute l'importance de l'épargne. Anticiper sur les besoins à court et à long terme de l'enfant. Quand vous allez dans un centre de santé que vous n'avez pas de l'argent, personne ne se préoccupe de vous. Vous devez forcément avoir de l'argent pour pouvoir assurer les soins de santé de vos enfants. Quand vous épargnez pour eux, vous pouvez rapidement prendre dans cette épargne-là pour pouvoir assurer leurs soins. Il y a la scolarité. Chaque 1 an, si les parents pouvaient épargner pour leurs enfants afin de se préparer, ce serait quand même bien. Le marché de l'emploi étant de plus en plus saturé, épargner pour un enfant peut donc lui permettre d'avoir un capital pour entreprendre une activité dès qu'il sera majeur, ce qui le mettrait à l'abri du chômage. Il faut créer des emplois et ce n'est pas les domaines qui manquent ni le savoir pour le faire. Du coup, ce qui manque, c'est les moyens. Et si les parents déjà essaient de faire ça, ce n'est pas l'absence des sponsors qui va te décourager. Si mon papa avait déjà fait des trucs comme ça, moi j'allais déjà dépasser ce niveau. Que ce soit pour ses études ou pour ses besoins après sa majorité, lui offrir un capital pour mieux s'insérer dans la vie active serait le plus beau cadeau qu'un parent puisse offrir à son enfant. Pour y parvenir, épargner peut se révéler la meilleure solution. Depuis quelques années se développe une nouvelle forme d'entrepreneuriat dans le monde. Il s'agit de l'entrepreneuriat social. Il vient résoudre les problèmes sociaux auxquels les communautés sont confrontées. Pour mieux cerner le concept, un spécialiste nous édifie au micro de Joseph Bonke-Dotou et Rodrigue Blondoumé. L'entrepreneuriat, c'est observer, saisir des opportunités et agir. L'entrepreneuriat social, c'est ce type d'entrepreneuriat qui ne vise en réalité pas le profit. Il faut chercher à satisfaire un certain nombre de besoins tout en encadrant le gain pour que la plus grande masse puisse en bénéficier. L'entrepreneur social doit être motivé parce que ce n'est pas plus facile
de chercher à régler les problèmes des autres sans pour autant viser le profit. Il y a ce que nous appelons, nous autres, l'information, la formation et l'action pour une transformation sociale. Et donc, quand vous vous initiez, qu'il y a ces outils-là qui vous accompagnent, c'est clair que votre culture, votre esprit d'entreprise est forcément élevé. Et ce qui est important ici, c'est que dans la mobilisation des ressources, vous ne pourriez pas aller seul dans l'entrepreneuriat social. Vous avez les associations, vous avez les mutuelles qui interviennent dans le financement. Ce sont des fonds qu'on collecte auprès d'autres et qu'on met à disposition de certains autres encore, afin qu'ils puissent les tourner, retournent avec tout ce qu'il y a comme bénéfice et donc on réinvestit, de sorte à ce que la chaîne se tienne. Si tout le monde peut se lancer dans l'entrepreneuriat d'une manière générale, alors tout le monde peut se lancer également dans l'entrepreneuriat social. Pour la simple raison que nous vivons tous dans une communauté donnée. Il y a des questions existentielles, des questions d'urgence et autres qu'il faut régler dans cette communauté-là. L'entrepreneuriat social est la seule alternative, à notre sens pour l'instant, la plus durable pour résorber un certain nombre de problèmes. Parlons santé à présent. La lordose lombaire n'est pas une maladie comme certains le pensent. Elle est plutôt une partie indispensable au squelette de tout être humain. Quand des anomalies surviennent, on parle alors d'hyperlordose lombaire. Elle résulte souvent de différentes postures de la grossesse, des chaussures que nous portons et parfois des sacs à dos très chargés ou inappropriés. Le mal n'épargne pas les enfants, mais dans certains cas, il peut être traité. Reportage Françoise Insou, Marianne Gossemini. Le squelette humain est composé entre autres de la colonne vertébrale et de la lordose lombaire. Cette partie du corps, pourtant considérée à tort comme une maladie, est essentielle pour tout être humain. La lordose lombaire, c'est la courbure de la colonne vertébrale qui donne une concavité postérieure au niveau de la zone lombaire, au niveau du rachis lombaire. C'est-à-dire le creux que nous voyons immédiatement après les fesses. On a besoin de cette lordose pour avoir une bonne résistance au niveau de la colonne vertébrale. Lorsque nous avons des creux qui vont dépasser 5,5 cm actuellement au Bénin, on peut parler donc d'une lordose qui dépasse déjà notre norme. Il faut donc parler d'hyperlordose lombaire en cas de maladie. La pathologie peut être congénitale ou non. Toutefois, certaines habitudes telles que le port de chaussures à talons peuvent constituer des facteurs de risque. Et lorsque vous travaillez tout le temps dans une position qui crée votre lordose, c'est-à-dire une position de dos creux, vous pouvez augmenter à la longue votre lordose lombaire. Chez les dames, le port de grossesse, le port de sac à dos par exemple, quand c'est trop lourd, vous allez aussi augmenter la colonne lombaire. Chez les apprenants, le port de sac à dos inadapté prépare à une hyperlordose lombaire. Et si les enfants trouvent normal de tout porter pour éviter les corrections à l'école, les parents sont appelés à plus de vigilance. Il faut savoir que vous ne devez pas mettre plus de 10% du poids de l'enfant dans le sac. Si le sac pèse plus de 10% de son poids, c'est mauvais. Autre chose, il faut que l'enfant soit bien chaussé. Parce qu'il peut être bien chargé, mais s'il est chaussé correctement et que sa chaussure n'a pas des talons qui projettent son tronc vers l'avant, il n'y a pas de problème. Troisième élément, c'est que le sac doit être un sac adapté à l'enfant. Il ne faut pas acheter les gros sacs des adultes à son enfant. Le sac doit pouvoir s'arrêter au niveau des fesses. Si tous les cas d'hyperlordose lombaire ne peuvent être soignés, certains peuvent par contre être corrigés. On peut rendre souple la colonne lombaire de façon à ce que cette colonne lombaire, lorsque même elle a une hyperlordose, qu'elle puisse vraiment faire le mouvement d'antéro-postérieur sans problème. Si c'est une personne déjà qui a un certain âge, on peut lui apprendre à faire des gestes pour pouvoir recorriger ça. Mais si c'est un enfant, il faut alors savoir qu'est-ce qui est la cause. Est-ce que c'est dû à la charge de son sac, etc. Mais mieux vaut prévenir que guérir. De saines habitudes peuvent aider à garantir une plus longue durée de vie à la colonne vertébrale et aux disques intervertébraux. Lorsque nous devons nous asseoir, rentrer correctement nos fesses dans les sièges. Utiliser des sièges qui ont des dossiers, donc qui ont le dos presque droit.
sinon je veux dire droit. Lorsque nous nous asseyons dans notre voiture, redressons notre dossier pour que ça soit droit. Il faut toujours garder une petite lordose, même si vous êtes sur engin. Il ne faut pas effacer totalement sa lordose lombaire. Elle joue un rôle important dans l'équilibre physique et dans l'idéal, toujours consulter quand surviennent les premières douleurs. Hors du Bénin, le gouvernement ivoirien vient de mobiliser 50 milliards de francs CFA auprès des bailleurs de fonds pour raccorder 400 000 ménages en 2019 et 2020. Le gouvernement ivoirien compte raccorder par ce programme Électricité pour tous 1 million de ménages. Une initiative du gouvernement qui permet aux populations ivoiriennes d'avoir accès au branchement à l'électricité en payant seulement 1 000 francs CFA au lieu de 150 000 francs CFA. De la Côte d'Ivoire, on se rend au Cameroun où des mesures ont été prises pour la sécurisation foncière. Un ensemble d'outils qui permet aux détenteurs de droits fonciers d'en jouir et d'être protégés contre d'éventuelles contestations. Le thème sécurisation foncière est employé différemment. Lucrèce Médou nous aide à mieux comprendre. Des terres cultivables, le Cameroun en dispose par milliers d'hectares. Mais n'y accède pas qui veut. Les litiges fonciers commencent dans les familles. Il n'y a pas de terre pour tout le monde. Quand il y en a même, on ne les partage pas de manière proportionnelle. D'où vient-il que vous êtes ni même père, même mère? Parce que dans certains ménages, il y a la polygamie. On se retrouve avec plus de terre que l'autre. On comprend donc que les agriculteurs porteurs de gros projets s'expatrient pour ainsi dire loin de leur terre natale. Moi personnellement, pour avoir des espaces cultivables un peu plus élevés, j'étais obligé de m'expatrier dans l'arrondissement de Mbamekim, plus précisément en Vundou, où j'ai pu acquérir quelques hectares de terrain. Sauf que l'achat du terrain n'en garantit pas la propriété immédiate. Au Cameroun, quand vous avez un titre foncier, vous n'êtes pas sûr que votre titre foncier ne peut pas être contesté demain. Et c'est pour ça que le secteur privé a toujours demandé une sécurisation, une informatisation du registre des titres fonciers dans notre pays, parce que nous pensons qu'il faut commencer par garantir, par sécuriser cela. Les promoteurs immobiliers en savent quelque chose. Les tracasseries administratives et les procès sont leur lot quotidien. Les familles viennent vous signer de contrat, ils vous disent que c'est leur terre. Au moment où vous engagez la procédure d'obtention du titre foncier, les oncles et les cousins viennent mettre des oppositions pour dire que les terres n'appartenaient pas seulement à ceux-là. Et ça complique sur le plan administratif. Le plus souvent, on se retrouve devant les tribunaux. Parfois, les mêmes propriétaires vous disent qu'ils ont trop payé. Donc, que la partie qu'ils vous ont donnée est supérieure au service que vous leur avez rendu. Ça nécessite encore de procès. Pire encore, le désordre urbain aidant, les coûts immobiliers explosent et tutoient parfois le demi-million dans certaines zones de Yaoundé et Douala. De quoi doucher l'enthousiasme des opérateurs économiques. Souvent, la valorisation passe par ce qu'on appelle des experts immobiliers qui, d'un expert à un autre, donnent une valeur qui peut varier ou qui peut changer en fonction de l'environnement. Donc, encore une fois, les investissements au Cameroun sont énormément pénalisés. Le développement urbain tant souhaité appelle assurément des ajustements dans la politique foncière au Cameroun. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.